Marie claqua la porte de la maison familiale avec une violence qui fit trembler les murs centenaires de leur appartement bourgeois à Paris. À 16 ans, elle venait d'avouer son amour pour une fille de sa classe. Et les mots de son père, hurlés comme un verdict sans appel, résonnaient encore dans ses oreilles: « Tu n'es plus notre fille. » Le lendemain matin, elle se réveilla dans un foyer d'accueil glacial, abandonnée sans un sou ni un adieu, tandis que sa famille effaçait déjà son existence de leurs vies impeccables. Dès les premiers instants dans ce foyer surpeuplé de la banlieue parisienne, Marie sentit le poids du rejet comme une lame plantée en elle. Les autres adolescents, marqués par leur propre trauma, la regardaient avec une curiosité mêlée de pitié. « Qu'est-ce que t'as fait pour atterrir ici ?» demanda une fille aux cheveux teints en rouge, assise sur un lit grinçant. Marie, les yeux rougis mais la voix ferme, répondit: « J'ai aimé quelqu'un que je n'aurais pas dû. » Ce fut le début d'une survie instinctive. Elle apprit vite à naviguer entre les règles strictes du foyer et les tentations de la rue, où des ombres promettaient une liberté illusoire contre des prix trop élevés. Sa famille, les Dupont, était une lignée respectable, père avocat influent, mère professeur d'université, et un frère aîné, Pierre, destiné à suivre les traces paternelles. Il vivait dans le 16e arrondissement, entouré de tableaux anciens et de dîners mondains. Pour eux, l'homosexualité de Marie n'était pas seulement un péché, mais une tache sur leur réputation immaculée. « Nous ne pouvons pas tolérer ça sous notre toit », avait déclaré sa mère, les larmes aux yeux, mais le ton inflexible. Marie, en fouillant ses souvenirs, se rappelait les signes précurseurs, les regards désapprobateurs quand elle rentrait tard avec son amie Sophie, les sermons sur la normalité familiale. Mais rien ne l'avait préparée à cet exil brutal. Au foyer, Marie rencontra Élise, une éducatrice sociale d'une trentaine d'années, qui devint son ancre dans la tempête. Élise, avec ses cheveux courts et son sourire encourageant, écoutait sans juger. « Tu n'es pas brisée, Marie. Tu es juste différente. Et c'est une force. » Sous sa guidance, Marie reprit ses études au lycée public du quartier, excellant en littérature et en philosophie, des matières qui lui permettaient d'explorer ses tourments intérieurs. Pourtant, la nuit, les cauchemars la hantaient, des visions de sa chambre vide chez les Dupont, de lettres non envoyées, de silences assourdissants. Elle se jurait de ne jamais pardonner, de bâtir une vie où elle n'aurait plus besoin d'eux. Les mois devinrent des années. À 18 ans, Marie quitta le foyer avec une bourse d'études pour l'université Sorbonne, où elle choisit le droit. Ironiquement, pour défier l'héritage paternel. Là, elle rencontra Camille, une étudiante en arts plastiques, aux yeux pétillants et à la voix douce. Leur amitié se mua en amour discret, un baume sur les plaies de Marie. « Je t'aime pour qui tu es. Pas malgré ça, » murmura Camille un soir sous les lumières du Pont des Arts. Mais même dans ces moments de joie, l'ombre de l'abandon planait. Marie évitait tout contact avec sa famille, bloquant les numéros, ignorant les rumeurs via des amis communs. Elle apprit que Pierre avait intégré une grande école de commerce, que ses parents voyageaient en Europe, vivant comme si elle n'avait jamais existé. La tension intérieure de Marie grandissait. Elle se surprenait à débattre intérieurement: était-ce sa faute d'avoir avoué? Aurait-elle dû se taire?
Feindre une hétérosexualité factice pour préserver la paix familiale? Ces questions la rongeaient lors de ses cours sur l'éthique et la justice sociale. Un professeur, remarquant son engagement, l'invita à un groupe de discussion sur les droits LGBTQ+. Là, elle partagea son histoire pour la première fois publiquement, les mots coulant comme une libération. J'ai été jetée dehors parce que j'aimais une fille. Mais je refuse de laisser ça me définir. Les applaudissements la surprirent, mais aussi la colère latente qu'elle portait. Pourtant, la société française, malgré ses avancées avec le mariage pour tous en 2013, gardait des poches de conservatisme. Marie affronta des regards hostiles dans le métro, des murmures au café. Une fois, une ancienne connaissance de ses parents la croisa et détourna les yeux, comme si elle était contagieuse. Ces micro-agressions alimenta son feu intérieur, la poussant à s'impliquer dans des associations. Elle devint bénévole pour SOS Homophobie, aidant d'autres jeunes dans des situations similaires. Tu peux survivre à ça, disait-elle à une adolescente tremblante au téléphone. Mais en elle, le conflit persistait, aider les autres la guérissait elle. Ou ravivait-elle ses propres blessures? À 22 ans, Marie obtint son diplôme avec mention. Camille et elle emménagèrent dans un petit appartement à Montmartre. Un havre de créativité et d'amour. Leur journée était remplie de rires, de débats passionnés sur l'art et la loi, de promenades main dans la main. Pourtant, un appel inattendu brisa cette quiétude. C'était Pierre, son frère. La voix hésitante, Marie. Il faut qu'on parle. Papa est malade. Elle raccrocha, le cœur battant. Était-ce le début d'une réconciliation forcée? Ou une nouvelle trahison? La décision de rappeler ou non la tourmentait. Un choix moral qui la plongeait dans un abîme de doute. Avait-elle le droit de tourner le dos à ceux qui l'avaient abandonnée? Même face à la maladie? Marie fixa le téléphone pendant des heures après l'appel de Pierre. À 22 ans, elle avait reconstruit sa vie pièce par pièce. Mais cet appel ravivait les cicatrices. Camille, sentant sa détresse, la serra dans ses bras. Tu n'es obligé à rien? Mon amour. Ils t'ont fait du mal. Pourtant, la nuit venue, Marie ne dormit pas. Assaillie par des souvenirs contradictoires, les anniversaires joyeux d'enfance, les disputes croissantes à l'adolescence, l'ultime rejet. Le lendemain, elle rappela Pierre. La voix neutre, qu'est-ce qui se passe exactement? Pierre expliqua que leur père, Jacques, avait été diagnostiqué avec un cancer du pancréas avancé. Les traitements étaient coûteux. Et la famille, malgré leur apparence aisée, faisait face à des dettes médicales. Maman est effondrée. Marie. Elle regrette tout. Marie rit amèrement. Regrette? Après 6 ans de silence? Pierre insista, évoquant des tentatives avortées de contact, bloquées par l'orgueil paternel. Marie accepta de rencontrer Pierre seul, dans un café neutre près de la Seine. Là, face à son frère aîné, devenu un homme d'affaires stressé, elle vit les rides précoces sur son front. Je n'ai jamais approuvé ce qu'ils t'ont fait, avoua-t-il. Mais j'étais trop lâche pour te défendre. Cette confession ébranla Marie. Pierre, qu'elle avait idolâtré enfant, révélait sa propre culpabilité. Ils parlèrent des heures,
De la pression familiale. Des attentes sociétales qui étouffaient toute déviation. Pierre admit avoir caché sa propre bisexualité par peur. Tu as été le bouc émissaire? Marie. Et maintenant? Avec papa malade? Tout s'effondre. Marie rentra chez elle confuse, partagée entre compassion et rancœur. Camille l'écouta patiemment, mais avertit, ne te laisse pas manipuler. Protège-toi. Pourtant, Marie sentait un tiraillement moral, ignorer la souffrance de son père serait-il une vengeance justifiée? Ou une descente au même niveau de cruauté? Les jours suivants, Marie plongea dans son travail de juriste stagiaire dans un cabinet spécialisé en droits humains. Ses collègues, un mélange d'activistes et d'avocats chevronnés, la soutenaient dans ses combats pour l'égalité. Une affaire en particulier la marqua, une jeune femme rejetée par sa famille pour son orientation, cherchant une émancipation légale. En défendant cette cliente, Marie revivait son propre drame, mais avec une perspective professionnelle. Vous avez le droit de choisir votre vie, dit-elle à la jeune femme. Intérieurement, elle se demandait si elle appliquait ce conseil à elle-même. La pression sociale s'intensifia quand des amis communs apprirent la maladie de Jacques. Des messages affluaient. Tu devrais aller le voir? Marie. C'est ton père. Elle se heurtait à l'idée collective que le sang primait sur tout, même sur les blessures infligées. Lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ place de la République, elle croisa une ancienne voisine qui la reconnut. Ta pauvre mère. Elle parle souvent de toi. Marie répliqua sèchement, elle m'a abandonnée. Qu'elle assume. Mais le doute s'insinuait, et si le regret était sincère? Camille, de son côté, vivait ses propres conflits. Issue d'une famille libérale, elle ne comprenait pas pleinement le gouffre culturel des Dupont. Pourquoi te torturer? Demandait-elle. Leur relation, solide jusqu'alors, montrait des fissures. Marie devenait distante, obsédée par ce dilemme. Une dispute éclata un soir. Tu vas les laisser te détruire à nouveau, cria Camille. Marie, les larmes aux yeux, répondit, c'est plus compliqué. C'est ma famille. Cette nuit-là, elles se réconcilièrent, mais une tension subsistait. Un rappel que l'amour ne protégeait pas de tout. Pierre rappela. Pressant, papa veut te voir. Il est faible. Marie céda, acceptant une visite à l'hôpital Cochin. En entrant dans la chambre, elle fut frappée par la fragilité de Jacques, amaigri, branché à des machines, loin de l'homme autoritaire d'autrefois. Sa mère, Anne, se leva, les yeux emplis de larmes. Marie. Merci d'être venu. Jacques, d'une voix rauque, murmura, je suis désolé. J'ai eu tort. Marie resta figée. Un tourbillon d'émotions la submergeant. Était-ce une vraie rédemption? Ou un geste désespéré face à la mort? Elle s'assit. Ils parlèrent pour la première fois en années. Un dialogue haché par les regrets et les accusations voilées. En sortant, Marie s'effondra dans les bras de Camille, qui l'attendait dehors. Il a changé. Ou du moins il essaie. Mais le prix de cette visite était élevé, des nuits d'insomnie. Des flashbacks du rejet. Elle se questionnait sur la moralité du pardon, devait-on absoudre pour guérir? Ou maintenir la distance pour se protéger?
La société française, avec ses débats sur la famille et l'identité, amplifiait ses interrogations. Marie assista à une conférence sur la résilience post-traumatique, où un psychologue affirmait « Le pardon n'est pas pour l'autre, mais pour soi ». Ces mots résonnaient, mais appliqués à sa vie, ils semblaient abstraits. Peu à peu, Marie s'impliqua plus dans la vie de sa famille. Elle aida Pierre avec les papiers administratifs pour les aides médicales, utilisant ses compétences juridiques. Anne, reconnaissante, tenta de reconstruire un lien, des appels timides, des invitations à dîner. Marie acceptait avec prudence, mais chaque interaction ravivait des plaies. Lors d'un repas familial tendu, Jacques avoua « J'avais peur du qu'en dira-t-on. La société nous juge. » Marie rétorqua « Et moi ? J'ai payé le prix de votre peur. » Ce fut un moment de vérité brute, où les masques tombèrent. La maladie de Jacques progressa rapidement, forçant Marie à des choix déchirants. À 23 ans, elle jonglait entre son stage, sa relation avec Camille, et ses visites hospitalières qui la vidaient émotionnellement. Un soir, après une chimiothérapie particulièrement dure, Jacques l'a pris à part « J'ai modifié mon testament. Tu auras ta part. » Marie refusa net « Je ne veux pas de votre argent. Je veux comprendre pourquoi vous m'avez abandonné. » Jacques, les yeux humides, raconta son éducation rigide, les pressions d'une famille conservatrice. J'ai reproduit ce qu'on m'a appris. Mais c'était une erreur. Cette révélation alimenta les conflits intérieurs de Marie. Elle se confia à Élise, son ancienne éducatrice. Devenue une amie, dois-je croire à son changement ? Élise répondit, le vrai test, c'est s'il accepte qui tu es maintenant. Marie décida d'amener Camille à une visite. La tension était palpable, Anne serra la main de Camille poliment. Mais Jacques évita son regard. Plus tard, il murmura à Marie, elle semble gentille. Ce fut un pas minuscule, mais symbolique. Pourtant, Camille, blessée par le froid ambiant, questionna, est-ce que ça vaut la peine ? Ta famille te tolère à peine. La société parisienne, avec ses cercles élitistes, ajoutait à la pression. Des collègues de Jacques, informés de la réconciliation, envoyaient des messages condescendants, heureux que vous ayez surmonté cette phase. Marie bouillonnait, ce n'était pas une phase, mais son identité. Elle s'engagea plus dans l'activisme, organisant un atelier sur l'homophobie familiale. Là, elle rencontra d'autres victimes, leurs histoires miroirs de la sienne, renforçant sa détermination. Mais intérieurement, elle luttait contre la culpabilité, en aidant sa famille. Trahissait-elle sa communauté ? Pierre, de son côté, traversait sa propre crise. Son mariage battait de l'aile, et il confia à Marie ses doutes sur sa sexualité. J'ai toujours su. Mais j'ai choisi la facilité. Marie, émue, le soutint, il n'est pas trop tard pour être toi-même. Cette alliance fraternelle inattendue devint un pilier, mais aussi une source de tension avec Anne, qui refusait d'entendre parler de « ces choses ». Lors d'une dispute familiale, Anne cria « On a déjà perdu assez ». Marie répliqua « Vous nous avez perdus par votre intolérance ».
Ce fut un point de rupture où les vérités éclataient. Camille, sentant Marie s'éloigner, proposa une pause. Je t'aime, mais je ne peux pas te voir te détruire pour eux. Marie, paniquée, refusa. J'ai besoin de toi plus que jamais. Elles passèrent une semaine à recoller les morceaux, explorant leur peur mutuelle. Camille admit, j'ai peur que tu me sacrifies pour une famille qui ne t'accepte pas pleinement. Marie promit, tu es ma priorité. Mais les doutes persistaient. Un myotin haussé sur l'équilibre entre amour et origine. Jacques entra en phase terminale. Marie, contre l'avis de Camille, passa plus de temps à l'hôpital, aidant aux soins palliatifs. Elle découvrit des lettres non envoyées de sa mère, datant des années d'exil, pleines de regrets étouffés. Anna voit, j'avais peur de ton père. Mais j'aurais dû te protéger. Marie, touchée, commença à pardonner. Non par obligation, mais par choix. Pourtant, ce processus était douloureux, chaque pardon ravivait la trahison initiale. Lors d'une nuit de veille, Jacques mourut paisiblement, tenant la main de Marie. Les funérailles furent un tourbillon d'émotions, amis de la famille murmurant sur son retour, Pierre pleurant ouvertement. Marie prononça un éloge nuancé, mon père m'a appris la dureté, mais aussi la possibilité de changer. Après, elle affronta les regards, fière mais épuisée. La société, avec ses normes, la jugeait, était-elle faible pour avoir pardonné? Le deuil amplifia les tensions. Anne, veuve et fragile, s'appuya sur Marie, qui organisa les affaires successorales. Pierre révéla son orientation, provoquant un scandale familial mineur. Marie le défendit farouchement, nous ne nous cacherons plus. Camille, voyant l'évolution, soutint Marie, mais avertit, ne perds pas de vue qui tu es. Marie, promue avocate, prit une affaire pro bono, défendre une famille contre une expulsion liée à des discriminations. Cela reflétait son parcours, un moyen de transformer la douleur en action. Mais intérieurement, elle questionnait, avait-elle payé trop cher pour cette réconciliation? Après les funérailles, Marie affronta le vide laissé par la mort de Jacques. À 24 ans, elle navigua entre le deuil et la reconstruction familiale. Anne, isolée dans l'appartement vide, invita Marie et Camille à dîner. Ce fut tendu, Anne évitait les sujets sensibles. Mais Camille, audacieuse, parla de leur relation. Nous nous aimons. Madame Dupont. Comme n'importe quel couple. Anne hocha la tête, murmurant, je vois. Ce fut un progrès. Mais Marie sentit la fragilité, un mot de travers pouvait tout briser. Pierre, libéré par son coming out, quitta son emploi stressant pour une start-up inclusive. Il remercia Marie, tu m'as donné le courage. Leur lien se renforça, mais révéla des trahisons passées, Pierre avoua avoir su pour les lettres non envoyées, sans intervenir. Marie, blessée, confronta, tu m'as laissé seule. Pierre s'excusa. Pleurant, j'étais faible. Ce pardon fraternel fut un pas. Mais le prix était une confiance ébréchée. La société française évoluait, avec des lois plus protectrices. Mais les préjugés persistaient.
Marie subit une attaque homophobe en ligne après un article sur son activisme. Des trolls anonymes l'accusaient de détruire les valeurs familiales. Camille la protégea, ignore-les. Tu changes le monde. Pourtant, ces assauts ravivaient l'insécurité de Marie, la poussant à questionner ses choix. Aider sa famille valait-il ces dommages collatéraux? Dans son cabinet, Marie gagna une affaire majeure, une victoire pour les droits des couples LGBTQ+ en adoption. La presse la salua comme une avocate engagée. Mais le succès masquait les tourments, des nuits où elle revivait l'abandon, doutant de sa résilience. Élise. En thérapie informelle. Léda, tu as transformé la douleur en force. Mais autorise-toi à ressentir. Marie pleura, libérant des années de répression. Camille et elle planifièrent un voyage en Provence. Un répit bienvenu. Là, sous les oliviers, elles se fiancèrent, un anneau simple, symbole de leur engagement. Avec toi, je suis entière, dit Marie. Mais au retour, Anne réagit tièdement, félicitations. Je suppose. Cette réserve blessa Marie, rappelant les limites du changement. Elle confronta Anne, acceptez-nous, ou perdez-moi à nouveau. Anne, larmes aux yeux, promit d'essayer. Pierre traversa une rupture amoureuse, se tournant vers Marie pour soutien. Elle l'hébergea, aidant à naviguer ses émotions. Ce rôle inversé, elle. La sauveuse était ironique, mais thérapeutique. Pourtant, Camille s'inquiéta, ta famille prend trop de place. Une dispute suivit, je ne peux pas les abandonner maintenant. Camille répliqua, et nous? Elles se réconcilièrent. Mais le conflit soulignait les sacrifices, l'amour exigeait des compromis moraux. Une crise majeure survint quand Anne fut diagnostiquée avec une dépression sévère. Marie, contre l'avis de Camille, la prit chez elle temporairement. La cohabitation fut explosive, Anne critiquait subtilement leur mode de vie, provoquant des tensions. Un soir, elle dit, j'aurais préféré un gendre. Marie explosa, sortez si vous ne pouvez pas accepter. Anne s'effondra, avouant sa peur de la solitude. Marie, compatissante, resta. Mais le prix fut une relation tendue avec Camille. Finalement, Anne partit en maison de retraite, aidée financièrement par Marie. Pierre, stabilisé, remercia, tu nous as sauvés. Marie réfléchit, avait-elle trahi ses principes pour une famille imparfaite? Lors d'une conférence, elle partagea, le pardon est un choix controversé, mais il m'a libérée. À 25 ans, Marie regardait en arrière avec un mélange de fierté et de regret. Sa famille, bien que changée, portait encore les stigmates du passé. Anne, en thérapie, apprenait à accepter, des appels chaleureux, des questions sur Camille. Pierre, en couple avec un homme, vivait ouvertement. Marie, promue associée dans son cabinet, continuait l'activisme, inspirant d'autres. Pourtant, les dommages intérieurs persistaient, des thérapies pour guérir les traumas. Des discussions avec Camille sur l'avenir. Un jour, Marie reçut une lettre d'une jeune fille du foyer où elle avait vécu, votre histoire m'a donné de l'espoir. Cela renforça sa conviction, ses souffrances avaient un but.
Camille et elle se marièrent dans une cérémonie intime à Paris, avec Pierre et Anne présents. Anne, émue, murmura : « Je suis fière de toi. » Ce fut un moment de closure. Mais Marie savait que le chemin avait été pavé de sacrifices. La société, avec ses débats sur l'inclusion, la chalanguait encore. Des lois antidiscrimination progressaient. Mais les backlash conservateurs surgissaient. Marie défendit une affaire contre une entreprise homophobe, gagnant, mais subissant des menaces. Camille la soutint : « Tu es une guerrière. » Leur amour, testé, en sortit plus fort. En réfléchissant, Marie questionnait les choix. Avait-elle raison d'aider ceux qui l'avaient brisée ? Le prix émotionnel, relationnel en valait-il la peine ? Elle conclut que oui. Pour sa propre paix. Mais la vie continuait. Avec ses ambiguïtés. Le pardon est-il toujours une force ? Ou parfois une faiblesse masquée ?